Il était une fois la terreur, la grande terreur, pendant la période de la Révolution. Et quoi de mieux que de suivre Marie-Louise de Laval-Montmorency pour comprendre ce que ce put être. Encore une femme. Effectivement, Trublion. Mais il faut dire qu'elle n'a rien pour elle. C'est une religieuse, issue de la noblesse, et qui a un joli poste. La victime idéale. Très jeune, elle s'engage dans les ordres bénédictins. Et elle finit sa carrière en tant qu'abbesse des Camélites de Montmartre. Oui, Montmartre, à Paris. D'accord. Avec le temps, elle était aussi devenue sourde, aveugle, à moitié paralysée. Le temps n'est pas toujours un allié. Et pour couronner le tout, elle est complètement isolée. Il faut dire que des membres de sa famille, la plupart ont fui à l'étranger. Quant aux autres, ils ont rejoint Saint-Père. Ils ont été décapités en place publique. Merci pour la traduction, Trublion. Le 16 août 1792, on lui donne l'ordre de quitter son abbaye de Montmartre avec ses nonnes. Elle trouve un premier refuge à Saint-Denis. Puis un second refuge au château de Bondy, auprès de la marquise d'Amboise. Mais la toute nouvelle République, dans sa grande générosité, lui offre, au final, un dernier refuge à la prison de Saint-Lazare. Mais la prison de Saint-Lazare a tellement de personnes à accueillir qu'elle met au point, comme beaucoup d'autres prisons, un plan concerté d'élimination physique des prisonniers. Faut faire de la place aux nouveaux. Il faut dire que la loi prairiale prévoit que tout le monde sera désormais jugé à Paris et supprime les tribunaux de province. Dans notre toute nouvelle République, les prisons sont surpeuplées et la justice est débordée. Ah bon? C'est aussi une tradition que l'on a gardée de la Révolution? Oui, mais à l'époque, ils ont une solution efficace. La décollation. Robinson, je crois que même moi je n'aurais pas osé. Le 24 juillet 1794 commence ce que l'on appelle la conspiration de Saint-Lazare. C'est une suite de procès expéditifs qui durera 3 jours, avec exécution de la peine immédiate. Le procès de l'abbesse fait partie des premiers, il donne le ton et il restera dans les mémoires. Jean-Baptiste Coffinhal préside le procès. Il commence donc à lui poser des questions. Mais comme elle est sourde, elle ne les entend pas et elle n'y répond pas. Fouquier-Tinville prend la relève et lui pose des questions à son tour. Mais toujours pas de miracle, elle est toujours sourde. Elle ne répond toujours pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Oui, mais du coup, comment justifier la sentence qui va s'en suivre ? Elle est condamnée pour conspiration sourde et aveugle contre la République. Dans les annales historiques de la Révolution française, Michel Eudes résume la pensée de la Grande Terreur de la manière qui suit. Toute opposition, non seulement en action, mais en parole et même en pensée, devient ainsi un crime qui n'a à être jugé, mais à être puni. C'était la Minute Culture. Pour résumer, comme elle représente à la fois le clergé et la noblesse, le tiers-état tire dans le tas. Sans compter que le fait que ce soit une femme, ça n'a pas dû l'aider. Merci de le reconnaître, Bion. Oui, la Révolution est le début d'une période de montée en flèche de la misogynie sans précédent. Mais ne vous inquiétez pas, pendant la Grande Terreur, c'était l'égalité pour tous. Vous pouviez être jugé coupable sans réunir l'ensemble de ces critères. Vous pouviez même être un homme du tiers-état. Dès la sentence prononcée, on lie les mains de notre abbesse et de toutes ses nonnes dans le dos. Elle monte dans un tombereau. Un tombereau? Oui, un tombereau. Une espèce de charrette qui mène les condamnés à mort à l'échafaud.
Et là, nos nonnes commencent à chanter des psaumes. Genre, vive le roi! Non, des psaumes comme des chants religieux, des prières à la Vierge Marie, pour demander sa protection, sa bénédiction. Enfin, des prières de personnes croyantes qui savent qu'elles vont mourir, quoi. Sauf que les truffions qui les mènent à l'échafaud, ils prennent cela comme une provocation, comme si c'était des chants anti-révolutionnaires. Ils voudraient qu'elles chantent la Marseillaise, ou mieux, puisqu'elles vont mourir, le chant du départ. D'autres les voient comme des saintes et veulent être bénites par elles avant qu'elles ne meurent et ne rejoignent le paradis. Cela crée un mouvement de foule phénoménal. Il n'y aura qu'une seule victime, une de nos bonnes sœurs. Comme quoi, l'heure de la mort n'est jamais certaine. Un quart d'heure plus tard, la dernière abbesse de Montmartre et sa communauté sont exécutés à la chaîne et leurs corps sont remis au fur et à mesure dans le même tombereau qui les a amenés. Et leur tête? Mais trublions, leur tête avec. Bon, peut-être pas au même moment. Le tombereau prend le départ pour Mandé, où une ancienne carrière servait de fosse commune. La Grande Terreur fera au total 2625 victimes. Victimes qui s'ajoutent à celles de la Révolution, que l'on estime à des dizaines de milliers, Et tu comptes la Vendée? ou des centaines de milliers. Merci, Robinson. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1846, court la rumeur que l'abbesse aurait caché son trésor quelque part sous l'abbaye. Des fouilles furent entreprises, mais rien ne fut jamais sorti. Car les vrais trésors qui restent de cette période sont, tenez-vous bien, la liberté de penser et la présomption d'innocence. Si vous avez aimé, likez la vidéo et n'hésitez pas à aller voir les shorts pour choisir le prochain sujet.